Love bombing quand l'amour devient une arme psychologique. Tu pensais vivre une histoire d'amour hors du commun et pourtant, après quelque temps, tu te sens vidé, confus, accro à une personne qui te fait plus de mal que de bien, que ce soit de manière volontaire ou inconsciente, ou tout simplement via son absence. Et si ça, c'était pas de l'amour en fait? Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le love bombing et on va voir les trois types de love bombing. Ce moment où tout semble magique, parfait, intense, mais qui marque en réalité le début de l'emprise psychologique. Alors comment on fait pour le reconnaître? Pourquoi c'est si difficile de s'en sortir? Et surtout, comment ne plus tomber dans le piège? Donc là, on va poser les bases, on va détricoter la manipulation, qu'elle soit faite de manière consciente ou inconsciente. C'est ce qu'on va voir après. Et l'idée, c'est qu'on va remettre le pouvoir là où il a été volé. Alors reste bien avec moi parce que ce que tu vas entendre là maintenant, c'est les mécanismes invisibles qui transforment ce qu'on appelle l'amour en fait en une arme psychologique. Donc si tu t'es déjà senti happé, envahi puis vidé émotionnellement dans une relation, ce qui suit pourrait bien tout remettre en perspective. Alors imagine une personne qui, dès les premiers jours d'une rencontre, te couvre d'éloges, t'écrit sans arrêt, veut te voir tous les jours, te dit que tu es l'élu, son coup de foudre de sa vie, sa moitié, son âme sœur, la personne qu'avec toi il n'a jamais ressenti ça, que c'est incroyable. Tout va trop vite, trop fort, c'est trop parfait et pourtant ça paraît sincère, envoûtant et magique. Quand on est dans cette phase-là, on fait peut-être face à du love bombing. Et le love bombing, alors c'est un terme anglais qui veut dire bombardement d'amour. En fait, c'est une stratégie de manipulation qui consiste à inonder une personne d'affection, de flatterie et de marques d'amour intenses, souvent précoces, puisque dans les débuts de la relation. Et le but, c'est de créer une dépendance affective rapide. Donc en surface, ça ressemble à de l'amour passionné. En réalité, c'est souvent une technique de contrôle. Alors ce qu'il faut garder à l'esprit, et c'est ce qu'on verra à la fin de la vidéo, c'est pourquoi le love bombing ça marche et qu'est-ce qui se passe chez la personne qui le reçoit et comment s'en protéger. Parce qu'il y a une petite subtilité qui fait que par exemple, quand on est entre guillemets en complétude, le love bombing ça ne marche plus. Ça pouvait marcher avant sur nous, mais dès qu'on atteint un certain stade de travail sur soi, ça fonctionne plus du tout. Alors d'où provient le mot love bombing? En fait, c'est assez simple, ça a été popularisé dans les années 1970 quand la psychologue donc américaine Margaret Singer, lors de ses études sur les techniques de recrutement des sectes, s'est rendu compte d'un procédé qui consiste à prendre les nouveaux arrivants dans la secte et de les noyer d'amour, les bombarder d'amour, ce qui va grandement faciliter leur adhésion à la secte et surtout leur soumission. Donc depuis, le concept il a été repris et affiné en psychologie clinique, notamment dans le champ d'étude des troubles de la personnalité narcissique et des dynamiques relationnelles toxiques. Donc aujourd'hui, c'est reconnu comme étant un comportement manipulateur typique dans les relations où un déséquilibre de pouvoir s'installe rapidement. Ensuite, selon la psychologue clinicienne donc Shannon Thomas, autrice donc, du livre qui s'appelle Healing from Hidden Abuse, donc guérir des abus cachés, le love bombing est une des premières phases essentielles dans le cycle de l'abus émotionnel qui consiste en étape 1, idéalisation, étape 2, dévalorisation, les va-et-vient, on est là, on n'est pas là, etc. Puis le rejet. Et là, on repart sur une phase d'idéalisation, puis ensuite de dévalorisation, puis ensuite de rejet. Ce qu'on appelle le cycle de l'abus. J'ai écrit un article sur le blog sur ce sujet-là. Et je vais également en faire une vidéo YouTube. Alors ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que le love bombing, c'est pas toujours spectaculaire ou fait de manière flagrante ou évidente. Il peut exister à différents degrés d'intensité et être utilisé aussi consciemment ou non. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que plus les choses sont subtiles, plus elles sont difficiles à voir et moins on prête attention. Alors évidemment, dès qu'on parle de love bombing, on s'attend à Pierre qui rencontre Marie et qui, au bout d'une semaine, lui offre un bouquet de roses avec 75 roses et une bague en or et se met à genoux et lui déclare sa femme. Alors, sa flamme, pardon. Alors évidemment, il y a des cas comme ça aussi, hein, c'est évident. Mais ça, c'est le côté cliché qui marque les esprits parce que ça permet de se rappeler en fait du concept. Mais du coup, on se rappelle des cas flagrants et pas des cas subtils. Du coup, comme eux, ils sont moins dans notre banque de données, on va moins regarder. Et en fait, ce qu'on va prendre pour de l'amour, en fait, peut-être du love bombing, mais très subtil. Alors, le premier cas, c'est le love bombing
utilisé comme outil de contrôle chez les profils narcissiques. Donc, dans sa forme la plus dangereuse, le love bombing il est utilisé par des personnes style trouble de la personnalité narcissique ou antisocial, c'est-à-dire les sociopathes, dans le but de séduire rapidement et de prendre le pouvoir émotionnel sur l'autre. Donc l'objectif n'est pas l'amour, mais la possession, donc l'ego et le contrôle. Et ce type de love bombing, il est complètement calculé, méthodique et destructeur. Par exemple, Karina rencontre Paul, et Paul lui dit dès la première semaine qu'il veut qu'elle emménage avec lui offre des bijoux, lui envoie 50 messages par jour. Bref, et 3 semaines plus tard, Paul commence à critiquer ses vêtements, ses amis, son travail. Mais malheureusement, il est trop tard, Karina est déjà sous emprise. Alors cet exemple-là avec Karina et Paul, c'est très flagrant, quoi. Au bout d'une semaine, emménage avec moi, des bijoux, etc. Donc ça, c'est, on va dire, le love bombing traditionnel qu'on connaît tous. Ensuite, on a le love bombing inconscient, c'est-à-dire l'idéalisation fusionnelle. Parfois, une personne peut love bomber sans mauvaise intention, simplement parce qu'elle fonctionne dans une logique fusionnelle, souvent liée à des blessures d'abandon et ou de dépendance affective. En fait, elle va projeter un amour idéalisé, elle cherche à combler un vide intérieur sans se rendre compte qu'elle étouffe l'autre ou manipule l'autre inconsciemment. Donc ce type de comportement peut créer une confusion émotionnelle chez la personne donc ciblée, sans intention malveillante. Et ça, c'est quand même hyper subtil. Pourquoi ? Parce qu'imaginons, on reprend Karina Paul, mais cette fois-ci dans le scénario numéro 2, Karina rencontre Paul et Karina fait du love bombing inconscient, donc idéalisation fusionnelle. Le truc, c'est que Paul va être persuadé que Karina est honnête dans ses ressentis. Et c'est vrai. Le problème, c'est que cette idéalisation, cette démonstration de ressenti, d'appel, de présence, etc., est réelle, c'est-à-dire que Karina, finalement, manipule, mais sans s'en rendre compte. Il n'y a pas d'intention malveillante. Il y a, en fait, c'est le système de compensation d'un vide. C'est j'ai trouvé la personne en face avec qui je vais pouvoir idéaliser, rentrer dans un scénario, finalement, mental et essayer de créer, manifester dans la 3D, finalement, un type de relation. Et en fait, c'est censé venir combler des vides. Mais ça reste quand même du love bombing. Et du coup, ce qui va s'en suivre derrière, parce que ça va marcher au début, donc Paul, lui, va rentrer dans le jeu, puisqu'il a envie d'être aimé, etc. Donc si Karina lui plaît, qu'en plus elle fait tout bien, etc., et qu'elle bombarde d'amour, Paul va rentrer dans la danse. Sauf que derrière, le problème, c'est que là, on n'est pas dans un type de love bombing calculé, destructeur et manipulateur, mais dans un style de love bombing qui doit être maintenu dans le temps, parce qu'il faut bien que ça comble des vides. Donc du coup, quand la relation va se faire, et que des fois il va y avoir des vides, Paul il sera pas trop dispo, etc. Ou que Karina a un peu ce qu'elle veut, donc elle va commencer à lâcher un petit peu le pied sur l'accélérateur, puisque maintenant elle s'est assurée de la relation. Ça va créer tout un tas de déséquilibres, parce que Paul reçoit moins qu'avant, donc du coup il va se demander pourquoi. Et là, il peut se passer tout un tas de choses dans la relation. Karina qui peut se mettre sur la défensive parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle a enfin ce qu'elle veut, donc ça y est, c'est réglé. Donc elle risque de moins donner. Bref, il peut se passer comme ça plein d'interactions qui fait qu'en fait, dès le départ, c'était bancal. Alors ensuite, on a le love bombing donc social, les dynamiques en groupe. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on va retrouver le love bombing donc, dans les milieux sectaires, mais également dans certains milieux professionnels de type entreprise traditionnelle, comme entreprise un peu plus atypique, style marketing de réseau ou communément appelé MLM. Donc là, les nouveaux sont couverts d'attention et de reconnaissance jusqu'à ce qu'ils soient acquis. Et puis du coup, une fois que la confiance est installée, l'exploitation commence. Et ça, c'est une stratégie qui est extrêmement efficace sur les esprits en quête de validation ou de repère, parce que ça crée un sentiment d'être redevable. Et par exemple, moi, j'ai fait du marketing de réseau pendant 10 ans. Donc, j'ai eu 30 000 personnes dans mes équipes dans 13 pays différents. Et effectivement, même si ce n'est pas ce que l'entreprise recommande de faire, finalement, comme c'est du marketing de réseau, chacun est distributeur ou consultant indépendant. Quand on devient leader et qu'on commence à avoir des gens sous nous, c'est nous qui gérons notre équipe. Et du coup, ça va dépendre des choix de chaque leader de gérer son équipe d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, ce que j'ai vu à plein de reprises, c'est que à un moment donné, si c'est bien d'avoir un distributeur qu'on va appeler sur scène parce que ça fait 3 mois qu'il travaille et qu'il a accompli un certain travail, donc il a un certain rang, et que c'est cool de le faire témoigner et de le féliciter pour ses accomplissements, et ça c'est très très sain, on peut vite partir dans la dérive. Et par exemple, une des dérives qu'on va remarquer en marketing de réseau,
C'est que du coup, ce distributeur, le premier jour où il arrive, il est accueilli par les équipes, etc., que ça soit fait online ou en présentiel. Donc jusque-là, rien de grave, mais c'est déjà le premier pas. Ensuite, quand il a accompli, il va être refélicité. Jusque-là non plus, pas de problème, mais il a quand même reçu de l'attention, etc. Il est couvert d'attention, etc. Mais tant qu'on ne dépasse pas ce stade-là, ça va. Par contre, le terrain est fertile pour une dérive. Par exemple, encore 3 mois plus tard, il a atteint un autre stade et maintenant il va faire partie d'un groupe privé mis en place par le leader. Et donc là, ils vont faire ce qu'on appelle des immersions avec le leader et 10, 12, 15 autres personnes qui eux aussi ont atteint un certain stade, où ils vont louer une maison, où le leader carrément va payer la maison pour un week-end, etc. Et là, on peut rentrer dans des dynamiques encore plus de love bombing, ce qui fait que du coup, la personne se sent bien, mais maintenant elle va se sentir redevable. Et c'est là que l'exploitation commence, et l'exploitation, elle peut être encore une fois faite de manière très subtile comme extrêmement flagrante. Donc tout est une question de nuance. Alors quels sont les effets psychologiques du love bombing? Parce que ce qui rend le love bombing si dangereux, c'est qu'en fait il va agir directement sur les circuits neurologiques de l'attachement et de la récompense. Et du coup, la victime, elle est placée, que ça soit fait de manière consciente sur la personne ou inconsciemment, en fait elle est quand même placée dans un état d'euphorie, puis progressivement conditionnée émotionnellement comme dans une forme d'addiction. Donc voici ce que les études et les observations cliniques ont mis en lumière. En 1, il va y avoir activation du circuit dopaminergique, donc de la production de dopamine. Donc le love bombing va stimuler le système de récompense du cerveau, créant ainsi du plaisir intense comparable à une montée de drogue. C'est ce qui rend l'autre personne irrésistible et l'attachement commence à se former extrêmement rapidement. Mais dès que la tension baisse, le manque se fait ressentir. C'est là que le lien de dépendance se crée, même si la personne en face qui fait le love bombing commence à devenir toxique. Et c'est pour ça que tout est extrêmement subtil en fait. Donc selon la neuroscientifique Jacques Panksepp, ce type de récompense affective active les mêmes réseaux cérébraux que l'addiction à des substances. Critère numéro 2, baisse du sens critique et de la vigilance. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on est dans la phase de love bombing, donc la victime, elle est submergée d'émotions positives, donc l'amygdale, qui joue un rôle de détection du danger, de gardien en fait, par rapport au danger, voit son activité diminuer, voire dans certains cas, elle est complètement hors service. Du coup, résultat, on ne voit pas les signaux d'alerte, ou alors on les a vus, mais on les met un peu de côté. Du coup, on pense vivre une histoire exceptionnelle, un conte de fées, alors que tous les drapeaux rouges, en fait, ont été tirés, mais que, bizarrement, on a une vision assez sélective de la réalité. En 3, on a le trouble de l'attachement et confusion identitaire. Donc, après la phase d'idéalisation, vient souvent la phase de dévalorisation. La victime ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal, elle cherche à retrouver l'amour du début, cette fameuse lune de miel qui était si intense et si géniale, et du coup, elle va se mettre à douter d'elle-même. Du coup, ce va-et-vient émotionnel peut amener à une forme de dissociation, de confusion identitaire, voire de dérégulation émotionnelle sévère. Alors, ça va dépendre aussi de la personne qui fait le love bombing, quelles sont ses intentions, quel type de relation. Donc c'est là que les portes sont ouvertes en fait, parce que ça soit fait de manière consciente, ce love bombing, ou inconsciente, une fois que la personne est sous le charme, on va dire, du love bombing, et qu'on passe dans la partie d'évaluation ou d'évalorisation, ça va dépendre en fait de l'intention de la personne qui fait le love bombing. Parce qu'on peut très bien tomber sur une personne qui fait du love bombing, par exemple, à fond. On va dire Marie qui fait du love bombing à Pierre. Et puis, une fois que Pierre est acquis, on va dire au bout d'un mois, la personne, Marie, disparaît. Là, on passe dans j'avais beaucoup et d'un coup, j'ai plus rien. Et donc, il va y avoir des effets psychologiques sur Pierre. Et peut-être que la personne, Marie, elle n'avait pas d'intention négative ou mauvaise, c'est juste qu'à un moment donné, elle n'est plus intéressée par le love bombing, puisqu'elle a eu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire que l'autre est acquis. Et puis que Marie disparaît de sa vie complètement, et qu'il n'y a pas de manipulation, il n'y a plus rien en fait derrière, il y a juste une personne qui n'est plus dans la vie. Là, on va retrouver le même genre d'effet que si, par exemple, Marie fait du love bombing à Pierre, d'un coup, je claque une cassure, parce que, je sais pas, moi, Pierre veut la relation amoureuse, et que là, Marie commence les va-et-vient, etc. On va retrouver un certain nombre de points communs, et effectivement, en fonction de l'intention de Marie, donc de l'interaction relationnelle, on peut en plus trouver d'autres problèmes supplémentaires chez Pierre. Donc c'est pour ça que c'est hyper subtil le love bombing, parce que tout va dépendre. En fait, on pourrait dire on est à l'entrée d'une autoroute et il y a plusieurs voies, et on va prendre la voie A, B, C, D ou E en fonction de l'intention de la personne qui fait le love bombing.
Alors la psychologue Judith Herman, qui est spécialiste du traumatisme relationnel, parle d'un état de captivité émotionnelle qui reproduit les mécanismes du traumatisme complexe. Donc tout ça pour parler du love bombing quand même. Hein. Ensuite, ce qu'on va retrouver en critère numéro 4, c'est symptômes post-traumatiques. Donc une fois sorti d'une relation marquée par le love bombing, de nombreuses victimes présentent des symptômes comparables à un état de stress post-traumatique. Donc on va retrouver l'hypervigilance, troubles du sommeil, anxiété chronique, flashback émotionnel, sentiment de vide ou de honte persistante. La guérison nécessite souvent un accompagnement thérapeutique spécialisé, car la blessure ou les blessures sont assez invisibles mais profondes. Et c'est là que la libération émotionnelle entre en jeu, et c'est la voie, j'ai envie de dire TGV, pour la guérison, parce que, je fais juste une petite aparté avant de partir sur la conclusion, parce qu'il y a des chemins neuronaux, des croyances, des systèmes de croyances qui sont faits, mais qui portent des charges émotionnelles. Plus vite on enlève ces charges émotionnelles, plus vite ça rend inopérants les systèmes de croyances, ou les programmes, ou les blessures. Après, chacun va mettre le nom qu'il veut, mais c'est-à-dire ces mécanismes psycho-émotionnels qui vont avoir tendance à se désactiver, puis à être inertes, donc inopérants. Et donc derrière, plus on décharge l'émotionnel, plus on récupère un état de calme, de paix, de bien-être. Et plus la psychologie change aussi, puisqu'on se met à penser différemment. On se met à avoir beaucoup plus d'espace intérieur pour penser à nos projets, ou si on veut toujours une relation amoureuse, pour définir ce qu'on veut. Bref, on est beaucoup plus libre en fait. Et ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que s'attaquer aux charges émotionnelles, en gros dégonfler les ballons à l'intérieur, c'est la voie la plus rapide pour la guérison. Alors conclusion, comment on fait pour se protéger du love bombing ? En fait, c'est ce que je dis un petit peu au début de la vidéo. Si on reprend, je sais pas moi, Karina qui fait du love bombing à Paul, pourquoi le love bombing fonctionne ? Parce que Paul a des attentes. Paul a des besoins émotionnels. Mais attention, l'être humain est fait pour socialiser, être reconnu, être aimé, etc. etc. Donc il y a, on va dire, un certain seuil de besoins naturels, mais qui sont comme boire et manger, ça fait partie de sans ça, on a quand même une vie assez misérable. Puis après, il y a un surplus de besoins qui est créé par les manques et l'expérimentation de ce qu'on a vécu au cours de notre vie. Donc en fait, quand Karina fait du love bombing à Paul, il a déjà un terrain propice à recevoir ce love bombing et donc à l'accepter puisque ça vient répondre à un besoin qui est mu par des manques et des blessures, des programmes, des lignes de code, etc. Et donc comme on l'a vu tout à l'heure, ça va créer donc une sorte de baisse du sens critique et de la vigilance parce que on s'en fout, quoi. Ça y est, enfin on a ce qu'on veut, donc du coup on y va pleinement. Et d'un côté, si c'est bien au départ, pourquoi ne pas y aller ? Sauf que le problème, il est après. Et je vais faire un petit parallèle entre Karine et Paul, avec Paul qui n'a pas fini de guérir, qui est en incomplétude, on va dire ça comme ça, et Paul qui est en complétude. Imaginons, donc cas numéro 1, Karina rencontre Paul, Paul a plein de blessures, de besoins, de manques, et il estime que c'est rempli, il se sent complet grâce au love bombing de Karina. Alors lui, il prend ça pour de l'amour, mais ce qu'il veut, il reçoit de l'eau dans son verre qui est vide. Donc du coup, il est super content. Après, il y a la phase de dévaluation. Donc là, Paul, il va complètement partir en sucette, confusion, doute, ou noir de l'âme, etc. Parce qu'il y a un différentiel entre ce qu'il a reçu et maintenant la perte. Et là, il va partir dans un travail de guérison. Mais imaginons maintenant scénario numéro 2. Karina rencontre Paul, mais sauf que Paul, il a déjà fait ce travail-là, il est, on va dire, en complétude. Karina va arriver avec du love bombing, Paul, il va mettre tout de suite des limites. En disant, merci pour ton attention, mais ça va un peu vite, est-ce qu'on peut prendre le temps d'apprendre à se connaître ? Et c'est là où ça va être intéressant. Parce que si Karina est honnêtement intéressée par Paul, parce que peut-être que Karina, elle a fléché sur Paul, elle fait « Ah, c'est le gars qu'il me faut, etc. » Donc elle est au taquet, quoi. Et bien, si elle est vraiment dans des intentions honnêtes et sincères, c'est juste que, y a un trop-plein d'intérêt, quoi, elle va se régulariser. Et elle va dire, oui, c'est vrai que là, je m'enflamme un peu, ça fait 3 jours que je le connais, attends, tranquille, on lâche un peu les rênes 2 minutes, là, et on prend le temps de se connaître. Si Karina est une personne manipulatrice, ça va pas lui plaire du tout, elle va se braquer, et à ce moment-là, Paul va pouvoir voir le vrai visage de Karina. Et en général, c'est assez rapide. Parce que Paul, lui, il ne bouge pas d'un iota sur non, c'est trop rapide, il faut qu'on ait le temps de se connaître, voir si on a des valeurs en commun, si la communication passe bien, si on est d'accord sur un certain nombre de points clés de la relation. J'ai envie de voir si tu me traites correctement.
et si je te traite correctement, etc. Bref, en fait, comment s'imbrique la dynamique sur des critères relationnels traditionnels. Et ça, c'est super important. Et ça veut dire que Paul n'est plus dirigé, piloté par ces manques qui lui poussent à aller chercher l'amour, mais qui dit j'ai envie d'avoir l'amour, mais attention, l'amour ça se construit, c'est petit à petit, en fonction de l'interaction, de l'intérêt qu'on se porte mutuellement, de réciprocité, de valeur, de respect, de savoir-être, de savoir-vivre. Et ça, j'ai envie de le découvrir petit à petit. Il n'y a pas le feu au lac, on peut prendre le temps de se connaître. Mais sauf que Paul, il lâche pas ça, en fait. C'est-à-dire que c'est maintenant sa vision des choses. Du coup, ça colle avec Karina ou ça colle pas. Après ça, on verra en fonction de l'interaction. Et si ça colle pas, Paul se dira bon bah tant pis, c'est pas grave, dommage, ça démarrait bien, mais ça démarre trop vite. Moi, j'ai pas envie de me faire happer dans un truc comme ça, donc c'est pas grave, on verra la prochaine personne. Deuxième cas de figure, même situation, Karina rencontre Paul et elle est à fond dans le love bombing. Paul est presque en complétude ou atteint la complétude et se dit bah c'est génial, c'est agréable, donc je me lance à fond et on va dire que la lune de miel dure 1 mois. C'est génial, tout se passe bien, puis après, on ne sait pas pourquoi, on va pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais bam, il y a une cassure. Pour X raison, Karina donne beaucoup moins, voire plus du tout. Quand Paul est proche de la complétude ou en complétude, certes, il va se sentir un petit peu mal parce qu'il dit bah dommage, ça démarrait bien. Pour X raison, la personne a disparu, elle fait 5 jours, pas de nouvelles. Ok, c'est la réalité des faits. Dommage, je tire ma révérence, je passe à autre chose. Dommage, ça démarrait bien. Il peut y avoir un mal-être parce que c'est pas ce qu'on veut vivre, mais le mal-être, il va pas durer 6 mois, il va pas être très profond, ça va juste être je voulais acheter du pain, dommage, la boulangerie est fermée. J'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée en fait. C'est-à-dire que l'émotion négative va être là, mais elle va être très peu forte et elle va durer très peu longtemps. Et ça, c'est possible quand on atteint un certain stade de guérison. Pourquoi ? Parce que quand Paul rencontre Karina, et que Karina elle est au taquet, elle fait du love bombing et tout, peu importe ses intentions, Paul est capable de reconnaître que c'est agréable à recevoir, mais il n'est pas dupe, dans le sens où si jamais la relation prend une certaine direction, ça prendra une certaine direction. Et donc, dans le cas que j'ai raconté juste avant, Paul, il est plus dirigé, piloté, ni soumis à sa propre programmation, c'est-à-dire à ses propres failles, puisque ses manques ne sont plus là, ou sont à 90% plus là, ou à 95%, puisqu'il les a travaillés. Et donc, du coup, même si la situation prend une tournure qui ne correspond pas à ce que Paul aimerait vivre, parce que si ça se passe bien pendant 1 mois, pourquoi pas continuer comme ça ? C'est pas grave, il tourne la page très rapidement. Chose qu'il ne peut pas faire quand il n'a pas fini son travail et qu'il a plein de blessures, d'abandon, de rejet, d'incompréhension, etc. qui font que du coup, ça va le pousser à vouloir continuer de s'accrocher au rocher alors que tout montre que la relation ne fonctionne pas. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Pareil, si imaginons que Karina rencontre Paul et au bout de, je sais pas moi, d'1 heure ou 2 de conversation, ça se passe super bien, c'est hyper fluide et tout. Et là, Karina regarde Paul dans les yeux avec un regard fixe et bienveillant, etc. Il lui dit mais Paul, tu es mon âme sœur. Paul, ok, c'est cool, sympa, merci, c'est un compliment, c'est cool. C'est une information positive, mais il va pas être happé. Il va dire ok, super, du coup, si dans sa tête, il va dire ça, super, si c'est le cas, les faits de la dynamique relationnelle vont alors le montrer. Prenons le temps de se rencontrer, prenons le temps de se connaître, puis au fil des jours et des semaines, les choses vont aller dans cette direction dans ce cas-là. Et donc, du coup, et ça qui est hyper important de le comprendre, c'est que vouloir être aimé et avoir envie d'aimer, c'est génial. Mais les faits, rien que les faits, uniquement que les faits, il n'y a que ça de vrai. Alors comment faire pour se protéger du love bombing ? La première chose, mais ça demande un travail thérapeutique, c'est de se libérer des charges émotionnelles, des différentes blessures, programmes ou lignes de code qu'on a. Ça, c'est la technique la plus efficace de toutes, en tout cas de toutes celles que j'ai testées et que je connais depuis des années, c'est la vitesse TGV. Si ça t'intéresse, moi je t'invite à aller sur mon blog et de prendre un rendez-vous en libération émotionnelle. Tu vas avoir un premier aperçu de ce que ça donne, et ça, répété sur plusieurs séances, ça donne des très 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 bons résultats. Mais sinon, si on reste dans ce qui est accessible là tout de suite, c'est en 1, se méfier des déclarations trop rapides, trop intenses. Si demain Paul rencontre Karina et qu'elle est au taquet, pas besoin de s'emballer, tranquille. C'est quand même un peu bizarre que la personne s'emballe assez rapidement, donc on peut prendre le temps de vivre la chose. Observer les actes plus que les paroles. Les faits, rien que les faits, uniquement que les faits, il n'y a que ça de vrai.
Garder ses repères personnels, amis, espace, rythme. C'est pas Paul a rencontré Karina ou inversement, et puis imaginons Karina qui est love bombée par Paul. Karina continue à suivre ta vie, à voir ton emploi du temps, tes activités. Tu vas pas tout annuler pour Paul. Quand on fait ça, c'est parce qu'on est tellement happé par le besoin d'être aimé que du coup on annule tout le reste, ou une grande partie de ce qu'on fait. Là, on sait que si jamais c'est le cas, on ne le fait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, en ne le faisant pas, on va sentir la peur qui monte en soi. La peur de « je fais pas ça, je vais perdre Paul ». Donc je vais perdre le fait d'être aimé par quelqu'un et j'en ai tellement besoin parce que je suis tellement persuadé que ça n'arrivera pas que pour une fois que ça arrive, je vais tout canceller, je vais tout annuler. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est là que la libération émotionnelle vient nous, entre guillemets, sauver. C'est parce qu'une fois que cette peur, elle monte, quand on l'élimine, on se rend compte qu'en fait, notre agenda, on peut le garder sans aucun problème. Il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de « il faut que ». Ensuite, ne pas confondre intensité et sincérité. Et bien évidemment, prendre le temps, encore et toujours, de connaître la personne. En général, on dit qu'il faut 1 an, c'est-à-dire 4 saisons, pour bien comprendre une personne, en tout cas dans une certaine mesure, puisqu'on l'a vu dans, entre guillemets, différentes saisons, donc dans différents états, dans différentes situations. Et là, ça nous permet de jauger est-ce que la personne, est-ce qu'on est compatible ou pas. Donc si tu as vécu du love bombing ou si tu es dans du love bombing et que tu as envie de travailler sur tes blessures et d'en enlever les charges émotionnelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je t'invite à aller sur le blog et à prendre un premier rendez-vous pour voir comment ça se passe, parce que en général, quand on est dans ce genre de relation flamme jumelle ou relation style narcissique, etc., en fait on est quand même assez bourré de mécanismes psychologiques qui, quand on s'y attaque un par un et qu'on commence à les désactiver, derrière on récupère le calme, la paix et surtout un sentiment d'être en vie et de savoir où on va.